bonsoir, bienvenue à Café Noir, l'émission d'Avatar Édition qui porte pour vous un autre regard sur l'actualité. Ce soir, avec notre ami Pierre Luvigan, nous accueillons deux invités pour notre émission spéciale sur l'Europe. Nous accueillons donc Gabriele Adinolfi, Robert Stocker, tous les deux dissidents d'un très jeune âge. Cette émission a été possible grâce aussi à nos nouvelles technologies, vu que Gabriele Adinolfi est à Rome, Robert Stocker est en Belgique, Pierre Levigan est en France et moi-même je suis en Sicile. Nous avons décidé donc d'appeler notre tour de table ce soir derrière le Covid, l'encerclement total de l'Europe. Et je donne la parole à notre premier invité, Robert Stocker. Bonjour tout le monde, merci de m'avoir invité pour cette émission de Café Noir. Alors, les deux questions qui se posent évidemment et qu'il convient de poser aujourd'hui en pleine crise du Covid qui s'étend maintenant depuis plus d'un an sur les écrans de nos médias officiels. Alors, le Covid a-t-il gelé? Ça, c'est la première chose qu'il faut se poser. Le Covid a-t-il gelé les turbulences géopolitiques qui sont à l'œuvre dans le monde? Eh bien, je réponds non. Je vais vous répondre non. Et ensuite, pendant la dernière année de Trump, nous avons assisté à toutes les vicissitudes des élections américaines depuis la campagne électorale de Trump et de Biden jusqu'à l'éviction de Trump et jusqu'aux événements du Capitole. Cette dernière année a été très spectaculaire, très riche en événements. Alors, la géopolitique américaine, celle du Deep State, n'a absolument pas changé sur Trump, malgré les promesses électorales qu'il avait formulées au moment de son élection il y a 4 ans. La géopolitique du Deep State américain reste toujours la géopolitique de Mahan, l'amiral qui, à la fin du 19e siècle, avait posé les États-Unis comme les héritiers de l'impérialisme britannique et de l'instrument de l'impérialisme britannique, c'est-à-dire de la flotte, d'une flotte capable d'intervenir sur tous les océans. Ensuite, c'est toujours la politique du gros bâton avec les sanctions, cette fois-ci modernisées, avec les sanctions contre l'Iran, contre la Russie, contre la Chine demain, bien qu'il se méfie davantage des Chinois. C'est la politique du gros bâton de Teddy Roosevelt, le premier président Roosevelt à la fin du 19e et au début du 20e siècle, et c'est la géopolitique de Spykman. Spykman, cet Américain, ce professeur américain d'origine néerlandaise qui avait formulé la politique de l'endiguement de la Russie par l'OTAN après la Seconde Guerre mondiale. Donc rien n'a changé et cette politique a toujours été pratiquée sous Trump. Alors je vais rappeler quand même quelques événements importants qui montrent tout de même que la cible principale demeure malgré tout l'Europe, malgré les événements qui se passent dans la mer de Chine du Sud. Ça reste toujours l'Europe qui est visée en premier lieu. Je rappelle tout de même qu'à un certain moment, avant toutes les vicissitudes des dernières élections américaines, des dernières élections présidentielles américaines, Trump avait formulé l'idée d'acheter le Groenland au Danemark. Pourquoi le Groenland? Parce que l'Amérique considère le Groenland comme faisant partie du Nouveau Monde, donc des Amériques, et qu'elle pratique là, à ce moment-là, la doctrine de Monroe, pas d'intervention européenne ou pas de présence européenne dans le Nouveau Monde, donc avec le Groenland qui ne constitue pas réellement un danger, c'est une toute petite puissance, sans grande flotte, eh bien on va lui acheter le Groenland comme les États-Unis en 1917 avaient acheté les îles Vierges dans les Caraïbes ou à proximité des Caraïbes, avaient acheté également au Danemark ce petit archipel de l'Atlantique. Alors, acheter le Groenland, cela signifie avancer ses pions
vers le front qui est en train de se dessiner, c'est-à-dire le front de l'Arctique. Donc, la Russie et la Chine tentent de développer une voie maritime, une route de la soie du Nord, comme on dit, entre l'extrême-orient et les ports de Hambourg, Anvers, Rotterdam, Le Havre, etc. C'est la voie la plus courte. C'est beaucoup plus court que de passer par la Méditerranée, par la mer Rouge, le canal de Suez et l'océan Indien. C'est aussi beaucoup plus court, bien entendu, que de contourner l'Afrique, le continent africain, pour arriver dans l'océan Indien. Par conséquent, cette voie maritime risque de relativiser la puissance des États-Unis, la maîtrise américaine des mers, d'autant plus que les Chinois et les Russes disposent de flottes de brise-glace dont les Américains ne disposent pas, car pour asseoir leur présence dans l'Arctique immédiatement maintenant, ils seraient obligés de louer des brise-glaces au Canada, à la Norvège et à la Finlande. Par conséquent, ils n'ont pas une longueur d'avance dans cette zone maritime. Donc l'Europe va et risque d'être encerclée ou de voir se créer une zone de turbulence qui va bloquer tous les mouvements dans la zone arctique et dans l'Atlantique Nord. Ensuite, à partir du mois de septembre-octobre 2020, qu'est-ce qu'on a vu se créer? Un nouveau front dans le Caucase. Alors, même si les services américains ne sont pas intervenus et que l'on émet l'hypothèse que ce sont principalement les services britanniques qui ont joué sur les différentes puissances petites et grandes du Caucase, Turquie comprise, que ce sont les Britanniques qui ont mis le scénario en place. Il n'empêche que à quoi sert de recréer dans le Caucase une zone de turbulence? Eh bien, elle sert à bloquer une route très importante qui doit nous faire réfléchir sur le destin et sur l'histoire de l'Europe au cours du dernier siècle. En effet, qu'était-on en train de créer dans le Caucase, c'est-à-dire de part et d'autre une voie qui devait partir de l'Inde, c'est-à-dire une sorte de route de la soie où la Chine n'était pratiquement pas partie prenante. C'était une route de la soie essentiellement russe et iranienne et indienne, et non pas chinoise. Donc il s'agissait de relier l'Inde à l'Iran, et donc l'Inde et l'océan Indien à l'Iran par le chemin de fer transiranien, par la navigation sur le Caucase, par la navigation sur la Volga, pour atteindre via les canaux russes, les lacs Ladoga et Onega, plus la mer Blanche, et aboutir dans l'Arctique. C'était la voie de communication, la voie d'approvisionnement de l'armée rouge pendant la Seconde Guerre mondiale. En effet, les Américains amenaient des munitions par les ports de Mourmansk et d'Arkhangelsk, par l'Arctique, par l'Atlantique Nord et par l'Arctique. Donc les Américains savent très bien, en tentant de s'emparer du Groenland et en tentant de bloquer cette voie, qu'ils bloquent une voie d'approvisionnement très importante, cette fois pour la Russie, mais aussi pour le reste de l'Europe. Est-ce que vous pensez que la Turquie, les États-Unis utilisent la Turquie comme leur proxy dans la région? Elle doit l'utiliser, mais d'une manière relativement complexe. C'est un des grands problèmes qu'il faut observer aujourd'hui, parce que les Britanniques ont certainement utilisé la Turquie d'Erdogan pour créer le lien avec l'Azerbaïdjan, et donc avec le pétrole et avec le gaz qui se trouve dans ce pays, parce que ça, c'était un enjeu aussi. Et les Turcs voulaient avoir un approvisionnement énergétique, ce qui s'explique parce que lors des traités de la région parisienne après la Première Guerre mondiale, on a tenté de démanteler la Turquie. Atatürk a reconstitué la Turquie actuelle, il a reconstitué une Anatolie turque, essentiellement turque, et Kurdes, bien entendu. Les Kurdes constituaient une minorité,
Et il a fallu un deuxième traité, celui de 1923, à Lausanne, pour établir la situation telle qu'elle est toujours aujourd'hui. Mais par le traité de 1923, la Turquie n'a quasiment pas d'eau territoriale. Et dans ces eaux territoriales, on découvre maintenant du gaz autour de Chypre, dans les eaux territoriales de la Grèce et de Chypre. Donc la Turquie ne veut pas tenir compte de l'espace maritime chypriote, de l'espace maritime grec, parce qu'ils disent que les îles appartenant à d'autres États n'ont pas droit d'avoir une zone économique exclusive. Bon, c'est un petit peu joué sur les mots, mais la donne a complètement changé. La Turquie, en 1923, n'est pas un pays très peuplé et n'a pas un besoin d'énergie énorme, tandis qu'aujourd'hui, avec 83 millions d'habitants, elle est contrainte de trouver des approvisionnements énergétiques relativement bon marché. Donc, elle a, par son alliance avec l'Azerbaïdjan, son alliance de facto avec l'Azerbaïdjan, elle a évidemment trouvé une solution partielle à son problème. Elle en a trouvé aussi parce qu'elle a découvert du gaz en mer Noire dans ses propres eaux territoriales, mais à terme, ça ne suffit pas. Il faut un lien avec la Libye. Et là, bien sûr, les États-Unis pourraient utiliser la Turquie pour asseoir une présence en Libye. L'hypothèse reste néanmoins ouverte parce que, malgré tout, la victoire des Azéris et donc subsidiairement celle des Turcs va permettre les liens entre l'Iran et la Russie. La Russie n'a pas pu intervenir aux côtés de la malheureuse Arménie et des habitants du Nagorno-Karabakh. Certes, la Russie occupe par ses troupes de maintien de la paix les zones du Nagorno-Karabakh qui ont été conquises qui n'ont pas été conquises par les Azéris, par l'armée azerbaïdjanaise, mais la situation demeure néanmoins précaire. Cependant, la politique de bâtir des chemins de fer, de créer des liaisons ferroviaires entre la mer Noire et la Caspienne, et entre la mer Noire et l'océan Indien via le transiranien, est néanmoins rendue possible, ce qui n'arrange ni les Britanniques ni les Américains. Donc finalement, la guerre du Haut-Karabakh est une guerre totalement géopolitique, vu que les Azéris, tout en étant chiites, était allié avec les Turcs sunnites et l'Iran chiite s'est maintenu relativement neutre. Oui, l'Iran connaît aussi une minorité arménienne qui n'est pas dissidente. Ça, il faut le savoir aussi. Et là, nous avons effectivement une hypothèse qui donne raison à plusieurs géopolitologues français qui disent, bon, il n'y a pas véritablement de géopolitique panchiite, même si les milices du Hezbollah libanais sont soutenues par l'Iran. Ici, nous avons une exception à l'histoire, où l'histoire de la frontière entre la Turquie ou entre l'ex-empire ottoman et la Perse sont des frontières extrêmement stables depuis le XVIe siècle. Elles n'ont fondamentalement pas changé, alors qu'en Europe, les frontières ont considérablement changé depuis le XVIe siècle. Ce n'est plus la même carte de l'Europe que nous avons aujourd'hui, que nous avions au XVIe siècle. Là, la frontière a été très stable, et l'Iran, qui n'était pas spécifiquement chiite, l'est devenu par réaction contre l'Empire ottoman, qui constituait l'ennemi à partir de ce moment-là, surtout à partir de la conquête de ce qui est aujourd'hui l'Irak. Donc, au début du XVIe siècle, avec Soliman le Magnifique, il y a une expansion ottomane
dans ce qui constitue le Proche-Orient actuel, plus l'Irak et l'Égypte. L'Égypte va tomber aux mains des Ottomans au XVIe siècle et faire de l'Empire ottoman la principale puissance du concert européen et asiatique, si on fait exception de la Chine. Donc, précisons aussi que le monde arabe sunnite n'est pas un allié et ennemi aussi de l'Empire ottoman à l'époque ou du néo-empire ottoman. Donc, dans ce cadre, vous pensez que le bombardement récent de la Syrie par Biden s'inscrit aussi dans ce cadre, dans le retour des États-Unis comme gendarme de la région et Oui, dans une politique d'encerclement aussi de l'Europe, comme fut la guerre contre l'Irak. oui, bon, c'est-à-dire que la politique d'encerclement de l'Irak, bon, elle est dans le Caucase, comme je viens de l'expliquer, mais elle est aussi, ça c'est le point suivant que je voulais aborder, elle est aussi dans les fameux accords d'Abraham qui viennent d'être signés. Donc les pétromonarchies, Israël et le Maroc vont forger une sorte d'alliance ou une sorte d'OTAN du Sud et qui va aussi verrouiller la Méditerranée des deux côtés. Pour précisons à nos auditeurs les accords d'Abraham négociés par Trump, l'ancien président. Oui, Oui, justement. Voilà. Donc ça veut dire qu'effectivement, la géopolitique n'a pas été gelée malgré le Covid et malgré les soubresauts que les États-Unis eux-mêmes ont connus au cours de cette dernière année. alors, je suis tout à fait d'accord avec ce qu'a dit Robert, totalement, surtout même sur la continuité, si vous voulez, de la géopolitique, etc. Il faut quand même, pour moi, il faut nuancer légèrement, parce que nous avons tous l'idée très schématique. Alors, comme Robert a bien dit, la situation turque, par exemple, est très complexe. En fait, elle est complexe parce qu'il y a des relations complexes entre la Turquie et l'Allemagne, entre la Turquie et les États-Unis, entre la Turquie et Israël. Mais ce n'est pas que la Turquie. Même l'Iran, c'est une situation assez complexe. L'Iran a quand même eu pas mal de relations complexes, même avec Israël. C'est une situation complexe de tout le monde. On vit dans une situation dans laquelle, justement, on a une complexité qui va toujours avoir à faire avec de choses schématiques et plus simples. Alors, effectivement, aujourd'hui, nous avons cette situation qui était bien élucidée. Je pense qu'on peut réduire un niveau schématique au fait que les États-Unis essayent à la fois de rester la puissance hégémonique, alors que c'est plutôt compliqué, et de trouver un accord-désaccord, si on veut le dire, comme à l'époque de la guerre froide avec la Chine, et en même temps de trouver une gestion multipolaire en affaiblissant tous les autres, en particulier les Européennes. Ça, c'est assez logique, ça rentre dans leur doctrine politique. De l'autre côté, nous avons les Anglais qui continuent leur politique depuis toujours, que c'est celle de faire affaiblir absolument les continents, parce qu'on voit bien que pour tout ce qui concerne non seulement la frontière, disons, entre l'Europe de l'Est et la Russie, mais aussi pour ce qui concerne la Méditerranée, le rôle anglais dans la tension est vraiment très important et particulier. Et donc, nous trouvons cette situation dans laquelle une Europe qui n'est pas unie, enfin qui est unie sans être unie, dans laquelle il faut mélanger la chèvre et le chou, se trouve à aborder une situation particulière dans laquelle je la vois quand même grandir, même à point de vue diplomatique et politique, économique, et qui arrive à dicter quand même des lignes qui se contraposent aux lignes américaines, même dans l'Indo-Pacifique. Et dans cette situation, l'Europe, il faut à tout prix, parce qu'on ne peut pas empêcher que l'Europe se forme réellement dans une situation continentale, il faut absolument l'affaiblir. Pour l'affaiblir, on peut utiliser ce qu'on est en train d'utiliser, et donc on voit bien comme les choses se passent. On peut bien regarder qui sont les acteurs qui sont d'un côté ou qui sont de l'autre, même en Europe, parce qu'en Europe, il y a beaucoup de gens
qui sont plutôt de gens serviles pour les autres, qui n'arrivent pas à travailler pour eux-mêmes et pour nous tous. Donc, par exemple, je veux dire, on peut regarder, il y a des moments d'unité analytique dans des journaux qui est théoriquement complètement opposés, comme Le Monde diplomatique ou Le Figaro, par rapport au Sahel, dans lequel il tira la patte de français, par exemple, parce que c'est plus intéressant pour les Anglo-Américains. Donc, c'est évident, la politique en Méditerranée est extrêmement complexe, ça vous avez raison de le souligner, et on ne peut pas juger l'attitude de l'Iran ou de la Turquie ou d'autres puissances de la Méditerranée orientale de manière manichéenne, c'est-à-dire qu'il y a évidemment des intérêts qui sont partagés et des intérêts qui évidemment se télescopent dans la même région. Donc pour récapituler ce que nous disions depuis le début de l'émission, il y a un encerclement qui se dessine dans la zone Atlantique Nord arctique, il y a un foyer de turbulence qui se crée dans le Caucase pour bloquer des lignes de communication qui ont été extrêmement importantes pendant la Seconde Guerre mondiale et qui expliquent l'enjeu terrible de la bataille de Stalingrad, parce que la ligne arctique, Golfe Persique, Océan Indien, qui était la ligne d'approvisionnement de l'armée rouge par les Occidentaux, par les ports d'Arkhangelsk et de Mourmansk au nord, et par le chemin de fer transiranien et la Caspienne au sud, et la Volga faisait le lien entre la Volga, le système de canaux russe, et le canal de la mer Blanche qui avait été créé par Staline le long de la frontière finlandaise, étaient évidemment des enjeux vitaux et qui auraient été coupés en cas de victoire allemande à Stalingrad. Donc, la guerre du Caucase au mois de septembre et d'octobre 2020 a été une guerre pour tenter de briser une fois de plus cette voie de communication qui avait pourtant été créée par les anglo-saxons eux-mêmes pour venir en aide à l'URSS pendant la Seconde Guerre mondiale. Ensuite, les accords d'Abraham qui englobent le Maroc et donc la zone de Gibraltar et de Tanger, et Israël, les pétromonarchies, le canal de Suez et évidemment le lien par la mer Rouge, avec ici une réflexion qu'il faut tout de même se rappeler et qui n'a jamais été mobilisée dans ce qu'on pourrait appeler notre mouvance, c'est-à-dire la position d'Israël comme puissance hérodienne. Ce n'est pas moi qui invente le terme, ce n'est rien moins que Arnold Toynbee, qui, dans sa monumentale A Study of History, donc une étude sur l'histoire qui n'a jamais été traduite complètement en français parce qu'elle fait 12 volumes absolument épais, dont certains atteignent parfois les 1000 pages, et Arnold Toynbee était tout de même le directeur du Royal Institute of International Affairs, qui réglait et déterminait la stratégie de l'Empire britannique, je ne dirais pas au temps de sa gloire, mais pendant l'entre-deux-guerres, où, vaille que vaille, ils ont essayé de se maintenir, même en partie contre les États-Unis à certains moments, en créant un système international basé sur ce qui allait devenir le Commonwealth. Mais la Deuxième Guerre mondiale a réduit à néant cet espoir d'orchestrer ce système international centré autour de la place de Londres, et c'est l'indépendance de l'Inde qui va en fait donner le coup de grâce à ce système. Bien, donc nous voyons l'encerclement, je répète, l'Arctique, le Caucase, toute la Méditerranée par les accords d'Abraham, et alors évidemment une zone de turbulence absolument importante qui se dessine en Méditerranée orientale et surtout dans l'espace maritime qui joint la Turquie à la Libye. Et là, c'est tout l'enjeu, 10 ans après
les événements sanglants de Libye, 10 ans après la mort du colonel Kadhafi, nous voyons évidemment une Libye qui va participer, si les choses ne se règlent pas, va participer à l'encerclement du flanc sud de l'Europe, juste en face de chez vous, en Sicile, évidemment. C'est une tragédie politique dont la responsabilité revient évidemment notamment à Sarkozy. Et le pétrole libyen risque évidemment d'échoir à la Turquie, qui en a bien besoin, comme je l'ai expliqué en début de l'émission. Ensuite, le dernier point n'est pas tellement un encerclement géopolitique dans les zones de turbulence qui vont émerger tout autour de l'Europe, mais c'est le vortex de troubles et de désordre qui va secouer les principales puissances européennes par le biais d'une émigration désordonnée, certainement, par le biais de désordres intérieurs de tout genre qui frappent principalement la France, mais aussi l'Allemagne, l'Espagne, l'Italie et même des pays comme assez éloignés de toutes les zones de turbulence, la Suède. Reste encore à signaler, bien sûr, l'attaque directe et frontale contre l'Allemagne par les États-Unis qui cherchent à empêcher son alimentation en gaz russe dans la Baltique et où la Baltique, effectivement, est une mer intérieure. On a toujours parlé de la Méditerranée comme mer intérieure de l'Europe, mais c'est une mer intérieure dont les thèses de Mackinder et de Mahan, donc les thèses anglo-saxonnes, disent nous devons toujours occuper ou avoir un bastion au fond des mers intérieures. Alors pour la Méditerranée, c'est évidemment Israël en tant que puissance hérodienne. Pourquoi hérodienne, disait Toynbee? Tout simplement parce que les rois Hérode étaient les pions des Romains dans une région qui était disputée pendant toute l'histoire de l'Empire romain avec la Perse. Donc il y avait des Judéens, disons, à cette époque-là, c'est plus exact de dire des Judéens qui étaient pro-perses et d'autres, dont les Hérodiens, qui étaient pro-romains. Alors ici, Israël est hérodienne dans la mesure où elle est une dépendance, elle est un pion avancé, un bastion avancé d'une puissance occidentale, d'abord l'Empire britannique pendant l'entre-deux-guerres, après la Première Guerre mondiale, après le démantèlement de l'Empire ottoman, et puis des États-Unis, surtout à partir de 1967, à partir de la guerre des 6 jours. Enfin, la Baltique est aussi une mer intérieure et les pays baltes sont aujourd'hui manipulés par les États-Unis, notamment l'Estonie, pour pratiquer une politique anti-russe. Alors évidemment, ça nous ramène peut-être au Balticum de Dominique Vénère, qui fut une de nos lectures de jeunesse, quand Gilbert disait tout à l'heure que nous étions des militants depuis le très jeune âge. Eh bien, Balticum fut un livre lu avant mes 20 ans et qui expliquait évidemment la tragédie et les événements qui ont suivi immédiatement la Première Guerre mondiale, qui ne s'est pas terminée le 11 novembre 1918, elle s'est terminée en Occident, elle s'est terminée en France en novembre 1918, mais des opérations consécutives à ce conflit se sont déroulées en Turquie, comme nous l'avons dit, avec Atatürk, la guerre polono-soviétique et les guerres d'indépendance des 3 pays baltes. Or, nous avions bien sûr l'écrivain allemand Ernst von Salomon qui avait écrit ses souvenirs de jeunes volontaires dans les corps francs allemands de la Baltique. Il le dit lui-même, nous avons été instrumentalisés par les Anglais, de même que l'assassinat de Rathenau qui faisait venir du pétrole soviétique en Allemagne suite aux accords de Rapallo. Donc nous avons une situation qui est similaire
à celle qui a suivi immédiatement la Première Guerre mondiale dans la Baltique et dans le Caucase. Donc ça, c'est une... Oui. Vous mettez de guerre contre l'Europe ou d'encerclement de l'Europe, vu que l'Angleterre quitte l'Europe officiellement, mais géostratégiquement, elle est toujours présente avec dans l'OTAN et bien entendu, l'armée est présente dans les Balkans, qui veut être un nouveau foyer d'incidents et d'attaques contre l'Europe d'ailleurs. Oui, certainement. Le Brexit est une volonté de refuser l'Europe d'abord parce que les Britanniques ne pouvaient pas déterminer la politique européenne seuls. Ils ne pouvaient pas, ils devaient donc en sortir. Reste évidemment le problème de l'Écosse qui, elle, souhaite rejoindre l'Europe, rejoindre l'Union européenne en dépit de tout, malgré un nationalisme écossais qui, dans l'absolu, a des racines intéressantes. Le nationalisme écossais a des racines intéressantes, mais aujourd'hui, comme le Sinn Féin irlandais et d'autres mouvements qui ont un passé, je dirais, identitaire, pour faire simple, en Europe, même la Catalogne a eu un passé qui n'était pas, je dirais, une politique culturelle libérale ou gauchiste ou une cancel culture, je dirais, avant la lettre. Donc tous ces mouvements sont aujourd'hui parfaitement alignés sur tout le blabla sociétaliste. Je fais une distinction entre socialisme et sociétalisme. Le sociétalisme, c'est vouloir imposer comme unique idéologie tout le bric-à-brac que nous avons vu se manifester de manière paroxystique aux États-Unis au cours de ces derniers mois, du moins avant l'élection de Biden, comme si cela avait été parfaitement orchestré et instrumentalisé. Mais et donc il reste le problème de l'Écosse qui risque évidemment d'envenimer la situation. Mais dans ce cadre, donc nos souverainistes anti-européens jouent en fait, peut-être sans le savoir, la balle anglaise. Oui, excuse-moi, Gilbert, je voulais ajouter seulement une chose sur le Brexit. Vas-y. Je le vois aussi sous un angle beaucoup plus banal, si l'on veut. Alors, en réalité, qu'est-ce que ça a déclenché, je pense, réellement le Brexit? Parce que l'Angleterre n'a jamais été vraiment en Europe. Elle a toujours été en Europe en gagnant sans rien donner. Elle a été le gendarme, pas le gendarme américain, elle était le gendarme anglais de l'Europe. Anglais et américain, mais aussi le gendarme anglais de l'Europe. Ça a toujours été donc, pourquoi elle est sortie? Bon, elle est sortie parce que, d'après moi, hein, parce qu'il aurait dû signer tellement d'accords sur la transparence financière, ce qui aurait créé de graves problèmes sur le fait que la City est la principale place financière du tiers-monde et qui est aussi, il ne faut pas oublier, parce qu'on l'oublie tout le temps, il y a tellement de lois, des possibilités par lesquelles il y a le financement global. Je veux dire, c'est par la City qui est financée la plupart de Daesh. C'est par la City qui est financé, je veux dire, au moins c'est par le technique de la City et par les endroits de la City qui est financé aussi Hamas. Donc je veux dire, ça aurait créé tellement de problèmes. Donc, et en plus, même pour tous les jeux de bourse, des finances, etc., je pense que ça arrange même Francfort que la City soit séparée. Alors là, je pense que la finance a joué un rôle fondamental, même en écrasant un petit peu, grosso modo, beaucoup d'éléments économiques pour ce qui concerne le commerce et tout le reste. Mais en fait, c'est ça qui a primé. Pour le reste, rien n'a changé sur le fait que l'Angleterre est à l'Europe quelque chose à la fois d'étranger d'à côté et de légèrement dedans, qui regarde à l'Europe toujours avec un double sentiment, mais le sentiment principal est celui de l'affaiblir. Nos souverainistes donc, dans l'Europe continentale sont en train de jouer en fait l'Angleterre, peut-être inconsciemment et sans le savoir, avec leur opposition
à l'Europe de Bruxelles? C'est évidemment, l'Europe de Bruxelles a choisi à un certain moment une carte néolibérale. Et cette carte néolibérale a fait qu'il y a eu une désaffection générale des Européens par rapport à la politique qui était préconisée par les eurocrates de Bruxelles. C'est évident. Mais là, il suffit de revenir à des principes qui étaient des principes autarciques et continentaux au début, dans les années 50. Mais là, il y a une trahison de toute la démocratie chrétienne, qui a été le parti principal, aujourd'hui le PPE, et qui, au cours de ces 40 ou 50 dernières années, a trahi tous les principes qui étaient les siens. Et ça, cette longue histoire de la trahison des démocrates chrétiens, dont une bonne partie de l'électorat s'est éparpillé dans les mouvements écologistes, dans les mouvements dits souverainistes, ou Front National en France, ou l'AfD en Allemagne, etc. Donc il y a eu un éparpillement des voix, mais donc une perte de cohérence, même si cette cohérence, nous pouvions avoir des doutes dès le départ, ce que nous n'avons pas manqué d'avoir, des doutes quant à la validité d'une politique démocrate chrétienne. Mais il n'empêche que cette politique de départ n'était absolument plus possible dans les conditions actuelles. Donc là, ça a fait évidemment le jeu de l'Angleterre, puisque nous avons eu une incohérence totale chez les eurocrates de Bruxelles, ce qui fait que les souverainistes anglais, partisans du Brexit, ont eu beau jeu de dénoncer le système qui était en train d'imploser, bien sûr. Et maintenant, en Europe, puisque nous sommes dans ce qu'il faut appeler un vortex de désordre au pluriel, eh bien, il n'y a pas de réponse adéquate. Et alors, bon, pour faire simple, historiquement, moi, personnellement, donc à Bruxelles, c'est très facile. Je suis héritier d'une Europe de Charles Quint qui regroupe un vaste ensemble de territoires en Europe selon une logique impériale. Et cette Europe de Charles Quint s'est évidemment opposée, surtout après la mort de l'empereur, aux velléités d'indépendance ou de sécession de l'Angleterre par rapport au continent européen. Et cette sécession s'est terminée tragiquement dans la personne de Thomas More, dont certains catholiques se réclament, mais sans comprendre aujourd'hui l'enjeu géopolitique européen. Thomas More voulait réancrer l'université anglaise, surtout l'humanisme anglais, si on peut l'appeler ainsi, du début du XVIe siècle. Il voulait le réancrer dans l'Europe et il a été décapité pour cette raison. Il a été éliminé pour cette raison et sa mort a laissé libre cours à la spécificité anglaise qui a été accentuée par, bien sûr, les formes les plus extrêmes de protestantisme, le protestantisme iconoclaste, qui va s'étendre sur près d'un siècle, va sévir sur près d'un siècle, notamment avec Cromwell, et va aussi provoquer l'exode des plus extrémistes vers les États-Unis, qui vont donner le ton à la politique américaine jusqu'aujourd'hui. Tout ça va se laïciser au XVIIIe siècle, va se donner des allures pragmatiques au XIXe siècle, mais va ressurgir dans la pensée personnelle du président Wilson, qui va intervenir pendant la Première Guerre mondiale. Quand on lit les textes de Wilson, et il y a eu un livre américain d'ailleurs qui parlait de manière absolument précise sur la traduction en termes juridiques, en termes pseudo-rationnels de tout l'extrémisme presbytérien du président Wilson. Donc, comme on a vu, la géopolitique n'a cessé de... Les jeux d'échecs n'ont cessé d'être joués. Par contre, l'Europe semble endormie. Nos dirigeants sont obsessionnés par le Covid. Comment vous expliquez ce suicide apparent
de l'Europe et des dirigeants européens. Il suffit d'écouter un petit peu ce que disent nos contemporains à gauche, à droite, dans notre vie professionnelle, au bistrot du coin, au supermarché, dans une conversation qu'on engage par hasard parce qu'il y a un petit problème ou parce qu'on voit quelque chose ou parce qu'il y a un accident dans le bus ou dans le tram. On engage avec nos contemporains, sont absolument je dirais, ont le cerveau complètement lavé par toute une culture des variétés et de la frivolité qui sévit en Europe depuis le plan Marshall. Rappelons que le plan Marshall, tout de même, s'impose en France après la Première Guerre mondiale, une France qui est quand même sévèrement ruinée ou diminuée dans ses capacités économiques dues aux deux conflits mondiaux, d'ailleurs, qu'elle a engagés en 1914 et puis en 1939, en septembre 1939, la France a besoin des fonds du plan Marshall pour se reconstituer. Eh bien, qu'impose-t-on au gouvernement de Léon Blum en 1948, qu'imposent les Américains à Léon Blum, c'est que 80% des films qui doivent être projetés dans les salles de cinéma françaises doivent être américains. Donc il y a là, et autant Lara l'avait dénoncé quand il était au Parlement européen, autant Lara a encore joué et sauvé l'honneur du film français dans les années 50. Et ce qui vaut pour le film français vaut certainement pour le film allemand et pour d'autres pays. Il y a l'imposition d'une culture de la frivolité qui va laver le cerveau de tous les Européens, si bien que ce que nous disons, nous, apparaît comme fantasmagorique, alors qu'il est réalitaire, alors qu'il est une vision réaliste des phénomènes internationaux. Eh bien, pour la plupart de nos contemporains, c'est nous qui sommes des affabulateurs ou des autres qui racontent n'importe quoi. Des complotistes, pour utiliser le terme à la mode. Maintenant, c'est complotiste, oui, c'est le terme à la mode. On croit qu'il y a un complot. Il n'y a pas de complot, c'est ouvert, c'est écrit. Il y a ici, derrière moi, il y a 25, 30, 40, 50 livres, même des livres américains, beaucoup de livres américains qui disent, ben oui, c'est comme ça que ça se passe. Donc, il ne s'agit pas d'être complotiste, mais évidemment, des livres, qu'est-ce que vous voulez, ça se vend 1000 exemplaires sur l'ensemble de la planète et la moitié se vendent dans des librairies, dans des libraries, oui, dans des bibliothèques où personne ne va jamais les louer, évidemment. Le complotisme est exactement dans la tête des imbéciles qui en parlent. Pourquoi? Je m'explique. Parce qu'il y a des choses qui sont assez claires, assez évidentes, qu'il faut mettre avec une certaine intelligence pour le comprendre, parce qu'il y a une profondité de la réalité du jeu. Il y a plusieurs dimensions. Alors, l'idée de simplifier le dimension, parce que au public général qui est consommateur, arrive toujours un truc très bête, mais parce que c'est la communication qu'il faut que ça soit bête. C'est pas pour cacher quelque chose, parce que c'est trop compliqué pour un cerveau qui n'est pas impliqué et qui n'est pas concentré. Après, donc, si on arrive à voir une dimension, si on arrive à regarder derrière le coulisse, pas derrière le coulisse, mais dans différentes dimensions et donc dans une profondeur, il faut avoir une certaine intelligence du mot réel de la chose. Puisqu'on a plein d'imbéciles qui veulent créer un chemin derrière le chemin, on les aide quand même, parce que ce sont aussi il y a aussi des techniques pour aider à que les choses soient dites de manière ridicule. Donc, elles sont dites de manière ridicule et se ridiculisent tout seuls, parce que les gens qui parlent de choses qui ont lu, ils n'arrivent même pas à les comprendre et les présentent d'une manière complètement détournée. Et j'en profite pour faire un autre exemple, parce que là, tu disais avant, tu parlais du Brexit du parti anglais. Ben forcément,
forcément, en Italie, par exemple, tous les gens, tous les gens qui prônent contre l'euro pour le sortie de l'Europe, qui ne sont pas beaucoup, ils sont tous des agents d'influence britannique, des gens importants, y compris des gens qui, dans la finance, ont participé à la séparation entre le Trésor et la Banque nationale et pratiquement la privatisation. Donc, on parle de ce genre-là. Mais les souverainistes qui défendent cette grande révolte populaire nationale et pour eux blanche et je ne sais plus quoi contre l'Europe, ils ne regardent même pas, ils n'écoutent même pas, ils savent pas ils lisent pas, ils ne savent pas que le principal argument du Brexit c'était que l'Europe était antisémite à cause du fait qu'elle n'était pas suffisamment alignée sur Israël, ou que le problème c'est l'Europe, c'était la continuation du rêve de Napoléon et d'Hitler, et que le grand plan concernant l'immigration, c'est de remplacer l'immigration européenne avec l'immigration tiers-mondiste. Donc, de la même manière à laquelle il parle du Brexit sans avoir rien compris, il parle de tout ce qu'il y a derrière sans avoir rien compris. Donc, ils en font un truc de témoin de Jéhovah qui est complètement ridicule alors que ça touche des réalités. On peut conclure à l'infini, on peut revoir dans les détails chacun des aspects de l'encerclement de l'Europe et prévoir une émission prochaine, à mon sens, sur évidemment le lavage de cerveau qu'ont subi nos contemporains depuis à peu près 70 ans. Et comment on a procédé à ça, comment on a créé effectivement le concept de post-vérité. On parlait de vérité au sens aristotélicien du terme, en disant bon, c'est réel, c'est ce que je vois, c'est ce que je perçois, c'est ce que j'organise personnellement, et maintenant la vérité, ou ce qui tient lieu de vérité, est quelque chose qui est totalement détaché du réel. Donc on a des vérités virtuelles ou des vérités de propagande qui sont perçues comme la seule et unique vérité valable et acceptée. Et bon, je crois que le thème de la post-vérité serait parfait pour une prochaine émission du Café Noir, dans le sens où les réalités géopolitiques que nous avons abordées de manière succincte aujourd'hui ne sont pas perçues par nos contemporains comme des vérités, comme des réalités, mais que nos contemporains croient plutôt à des post-vérités. Il faudrait savoir ce qu'est ce système qui nous a fait passer de la vérité à la post-vérité. On va conclure ici notre émission spéciale. Bonsoir à tous, merci et à bientôt. À bientôt. Au revoir Gilbert et merci pour tout. Merci Robert, merci Pierre.